L'ère médiévale s'est achevée dans l'ombre. Un âge sombre, des choix prudents, une expansion contenue. La Suède a tenu, mais elle n'a pas brillé. Aujourd'hui, tout change. La Renaissance s'ouvre. Et pour Christine, cette période n'a jamais aussi bien porté son nom. Un moment où les idées comptent autant que les armées, où la culture devient une arme, où l'Empire bleu peut enfin sortir de la retenue et s'imposer. Si vous voulez voir jusqu'où cette renaissance peut porter la Suède, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à partager l'épisode autour de vous. Parce que ce qui commence ici pourrait bien redessiner l'équilibre du monde. Pendant la paix, il sera dépouillé par ses mercenaires. Pendant la guerre, il le sera par l'ennemi. La Renaissance ne tarde pas à produire ses effets. Les mercenaires sont découverts. L'or peut désormais remplacer le sang. La guerre devient une affaire de ressources. Sur la carte, une nouvelle pièce apparaît. La cité-État de Grenade est découverte. Un nouvel acteur, un nouvel équilibre à négocier. Sur le plan diplomatique, un ancien lien se restaure. La Suède redevient amie avec l'Indonésie. La stabilité revient sur un fond qui aurait pu s'embraser. Mais c'est dans les lettres que la vraie accélération se joue. Rumi rejoint l'Empire bleu. Un esprit brillant, une plume capable d'influencer bien au-delà des frontières. Le livre conservé à l'obélisque païen de Lund est déplacé vers l'amphithéâtre de Göteborg. La culture se réorganise. Puis Rumi écrit son premier livre. Plante, comme les hommes courageux, ta bannière au milieu du désert. Cette nouvelle œuvre est immédiatement stockée dans l'amphithéâtre de Västerås. La production intellectuelle s'intensifie. La Suède ne diffuse plus seulement de l'influence, elle l'industrialise. Et pendant que les écrivains travaillent, la politique évolue. Le prestige civil remplace la colonisation. Moins d'expansion brute, plus de consolidation intérieure. La Renaissance suédoise choisit la profondeur plutôt que la dispersion. La Hongrie a découvert l'exploration. C'est un signal clair. L'Empire vert regarde désormais au-delà de ses propres frontières. Rumi ne ralentit pas. Il écrit son second livre. Avant que le pain soit rompu, est-il déjà nourriture? Avant que le raisin soit pressé, est-il déjà vin? 2 œuvres en une décennie. La cadence est impressionnante. Pendant ce temps, Örebro mobilise la foi accumulée par l'Empire bleu pour s'offrir un colon. La spiritualité devient expansion. La croyance finance le territoire. Mathias Corvin se dit déçu que la Chine n'ait pas réquisitionné les troupes des cités-États lui appartenant lorsque la Grande Colombie lui a déclaré la guerre. Derrière cette frustration, les alliances se tendent. Et la géopolitique devient plus imprévisible que jamais. L'expansion reprend. Le colon suédois se place entre Jönköping et Åboda. Un emplacement stratégique, un verrou territorial. La Suède ne s'étend pas au hasard. Elle comble les vides. La Hongrie prend le contrôle de Fès. Mathias Corvin avance, et le sud du continent change d'équilibre. La Navy a une tradition et un avenir. Et c'est avec fierté et confiance que nous regardons dans les deux directions à la fois. La mer entre dans l'équation. La tradition navale est découverte. La Suède comprend que l'avenir ne se joue pas seulement sur terre. Pendant ce temps, l'intellect continue de structurer l'empire. Norrköping fonde son université. Le savoir devient institution, la science s'enracine. Sur le plan diplomatique, un émissaire est envoyé à Grenade. Les relations se travaillent désormais avec précision. À Jönköping, la ville investit massivement. Elle achète son négociant, puis son grenier. La Renaissance suédoise n'est plus théorique, elle devient logistique. La Hongrie découvre la science militaire. L'Empire vert ne se contente plus d'explorer, elle se prépare. Les flux s'organisent. Le négociant de Jönköping est redirigé vers Åboda. Les routes commerciales s'ajustent, l'économie s'optimise. Au nord-ouest, une nouvelle silhouette apparaît sur la carte. L'Écosse est découverte. Et aussitôt, la Suède envoie une délégation en Écosse. Le contact est direct, diplomatique, calculé. Dans le même temps, Stockholm monétise ses ressources. Une vigne est vendue temporairement à l'Empire blanc.
un échange pragmatique, sans attachement. Les villes, elles, poursuivent leur mutation. Stockholm commence la construction de son phare. La mer devient un axe stratégique. Lund lance la construction de son temple. La foi consolide l'intérieur. La Suède équilibre terre, mer et esprit. Robert Bruce, roi d'Écosse, fait partie des chanteurs du néant et se montre amical envers la Suède. Une alliance potentielle ou apparaît risquée. Et finalement, la Suède devient officiellement amie avec l'Empire blanc. Les lignes diplomatiques se stabilisent. La renaissance suédoise n'est plus seulement culturelle, elle devient relationnelle. La Hongrie découvre le génie civil. Mathias Corvin consolide ses infrastructures. Pendant ce temps, Hinner Finland rejoint la Grande Colombie. Les grands esprits circulent et chaque recrutement renforce un bloc. L'astronomie pousse l'âme à regarder vers le ciel et nous mène d'un monde à l'autre. Un diplomate est un homme qui n'oublie jamais l'anniversaire d'une femme, mais ne se rappelle jamais son âge. Les puissances se réunissent. Un nouveau congrès mondial est convoqué. Les intérêts s'affrontent sans armée. La Suède prend position. Elle souhaite augmenter la puissance des unités de combat à distance. Un choix militaire clair, frapper plus loin et plus fort. L'Empire bleu propose également que la Nubie reçoive davantage de griefs lorsqu'elle commettra des actions répréhensibles. Une manœuvre diplomatique ciblée. Après délibération, la décision tombe. La Suède obtient exactement ce qu'elle voulait. Une victoire politique nette, sans bataille. Et comme si l'histoire voulait marquer le moment, un moment historique arrive avec la découverte de l'astronomie. Le regard se tourne vers les étoiles. Dans la foulée, le service diplomatique est découvert. La diplomatie devient une arme structurée. Les recherches sur le colonialisme sont accélérées, l'expansion reste une option. La Suède choisit désormais ses priorités. Rechercher l'imprimerie afin de diffuser plus vite et plus largement. Et explorer un dogme encore inconnu, parce que l'influence ne se limite pas aux frontières. Un événement inattendu se passe cette année-là. Un frondeur bleu entame sa route vers la pluie de météores. La Suède obtiendrait ainsi une nouvelle unité militaire. À Västerås, la culture continue de prospérer. La ville commence la construction de son musée d'art. L'esthétique devient patrimoine. Puis, grâce à la foi accumulée, cette même ville achète un bâtisseur. La spiritualité finance le concret. Émilie du Châtelet rejoint la Hongrie. L'Empire vert continue d'attirer les talents. Dans le même temps, Simon Bolivar dénonce Mathias Corvin. Les tensions montent, même entre puissances majeures. Dans une économie de marché, cependant, l'individu a parfois la possibilité d'échapper au pouvoir de l'État. La Suède améliore son économie. Le mercantilisme est découvert. L'économie devient doctrine. À Västerås, un bateau de pêche renforce les ressources locales. La prospérité passe aussi par les détails. Et Göteborg lance la construction de son université. Le savoir continue de s'étendre. La création d'Helsingborg déclenche un moment historique. Une nouvelle ville, mais surtout un nouveau cap. Helsingborg dispose déjà d'une plantation de coton. La ressource est précieuse, stratégique. La ville investit rapidement. Elle achète son obélisque païen, puis son grenier. L'identité et la croissance sont respectées. Et sans attendre, Helsingborg lance la construction de sa zone industrielle. La production s'organise, la Renaissance devient manufacturière. La Grande Colombie utilise une bombarde pour raser un camp barbare. La technologie parle désormais plus fort que les éclaireurs. L'expansion d'Helsingborg entre dans une phase de consolidation. La ville développe une véritable industrie du coton. Cette ressource n'est plus exploitée, elle est transformée. À Västerås, une ferme vient renforcer la stabilité alimentaire. L'intérieur se structure pendant que la façade maritime s'industrialise. Helsingborg achète ensuite une extension de territoire afin de sécuriser une plantation de sucre. Chaque ressource est anticipée, rien n'est laissé au hasard. Mais l'équilibre diplomatique, lui, se complique. Amanitore refuse l'établissement d'une ambassade permanente suédoise sur son territoire. Un refus clair, une distance assumée. Christine répond sans confrontation. Elle envoie gratuitement du coton à la Nubie. Un geste calculé, la fermeté enveloppée de générosité.
Et pendant que la porte nubienne reste entrouverte, la Suède établit des ambassades permanentes dans tous les autres pays découverts. L'isolement ne fonctionne que dans un sens. La Hongrie fonde la ville de Debrecen. Matjaskowin continue d'étendre son maillage territorial. Dans le même temps, Simon Bolívar félicite Pachakutek pour la tête de l'armée inca. Les empires se regardent et chacun mesure la puissance de l'autre. La montée en puissance se poursuit. Helsingborg exploite désormais sa plantation de sucre. Le triangle coton, industrie, sucre est en place. Au même moment, le frondeur atteint la pluie de météorites, et un chevalier arrive à Örebro. La modernisation militaire devient tangible. À Lund, un moulin à eau est construit. Une synagogue commence à se créer. La foi suédoise se renforce. Linköping, elle, renforce sa défense avec des remparts antiques. La prudence accompagne la croissance. Enfin, la ville utilise la foi accumulée pour acheter un négociant. La spiritualité sert désormais l'économie. Après de longues tensions, la Nubie devient enfin amicale envers la Suède. Une méfiance ancienne s'efface, la patience diplomatique commence à payer. L'année 1150 s'ouvre sur une réorganisation économique intérieure. Le négociant de Linköping est redirigé vers Stockholm. Les flux commerciaux se recentrent, la capitale renforce son attractivité. Le monde s'embrasse de nouveau. La Hongrie déclare une nouvelle guerre contre la Grande Colombie. Le conflit change d'échelle. Nassia rejoint le camp colombien. Les alliances se cristallisent. Dans le même temps, Matjaskowin découvre la fonte des métaux. Même en guerre, l'innovation ne s'arrête pas. Alors que le monde se fracture, la Suède poursuit sa consolidation intérieure. Helsingborg développe une nouvelle plantation. La croissance économique reste régulière, presque méthodique. À Stockholm, des remparts antiques sont érigés. La capitale se protège, la prudence accompagne la prospérité. Les rapports de force internationaux évoluent rapidement. La Hongrie, qui se règne de la Venta, entraîne la cité-État dans la guerre contre Simon Bolívar. Les conflits deviennent indirects, stratégiques. La Nubie dénonce Matjaskowin. Les tensions diplomatiques s'intensifient. La Chine envoie une délégation à l'Indonésie. L'Asie ajuste aussi ses équilibres. La Grande Colombie tente la construction de l'Angkor Wat. Un taré monumental qui peut servir les payants. Les Incas, de leur côté, entreprennent de bâtir le Colisée. Malheureusement pour eux, la Suède a quasiment fini ce monument. L'année 1170 marque un tournant diplomatique majeur pour la Suède. Une ambassade permanente est enfin établie en Nubie. La présence devient officielle. Après de très nombreuses tentatives, Amanitore accepte l'amitié de Christine de Suède. La patience porte ses fruits. Dans la continuité, le Royaume bleu conclut une alliance militaire avec la Nubie. La coopération devient stratégique. À Lund, la foi accumulée permet l'acquisition d'un négociant. Une fois de plus, la foi rend service au Royaume bleu. Les réactions internationales ne tardent pas. L'Écosse félicite le pacifisme suédois. La réputation du Royaume bleu évolue. Robert Bruce adopte la monarchie. Un changement politique notable. La Nubie envoie à son tour une délégation en Suède. Les liens avec Amanitore se renforcent concrètement. La Nubie fonde la ville de Nuri. Leur expansion se poursuit. Simon Bolívar félicite à nouveau l'armée suédoise. L'armée bleue se montre impressionnante quand elle le souhaite. Candy rejoint le camp colombien dans la guerre contre la Hongrie. Le conflit s'élargit encore. Et finalement, les alliances suédoises avec la Hongrie, la Grande Colombie et les Incas prennent fin. Le monde se redessine. Nous ne cesserons pas notre exploration, et le terme de notre quête sera d'arriver là d'où nous étions partis et de poser sur ce lieu comme un premier regard. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Royaume bleu. L'exploration est découverte. L'horizon s'élargit. La Suède adopte la République maritime, provoquant un moment historique. Le pouvoir change de nature et la Suède en s'agrandit. En complément des doctrines déjà établies, la ligue diplomatique et la conscription sont adoptées. Diplomatie et défense avancent désormais de concert. La recherche s'oriente vers un nouveau dogme encore inconnu. L'influence continue de se diversifier. Enfin,
Lund envoie son négociant à Stockholm. Les flux économiques convergent vers le cœur du royaume. La Hongrie demande l'amitié de la Suède, qui accepta. Un rapprochement stratégique se confirme. La Hongrie utilise une armée noire pour piller une ferme colombienne. La pression militaire reste constante. La Suède accepta d'être amie avec Simon Bolivar. L'Empire bleu confirme sa neutralité dans la guerre. Elle accepta aussi d'être amie avec les Incas. Le monde est unanime pour respecter la vision de Christine. Pachacuté est amie avec la Grande Colombie. Les Incas ont-ils aidé militamment Simon Bolivar? L'imprimerie représente pour l'esprit ce que la poudre à canon fut à la guerre. Une avancée technologique majeure est réalisée. L'imprimerie est découverte. La diffusion du savoir change d'échelle. Dans la continuité diplomatique, la Suède renforce ses partenariats. La Suède forme une alliance scientifique avec la Hongrie. La coopération intellectuelle s'institutionnalise. L'Empire bleu forme une alliance économique avec la Grande Colombie. Les intérêts commerciaux se stabilisent. Christine forme une alliance religieuse avec les Incas. La foi devient un pont diplomatique. En parallèle, la recherche militaire progresse. La Suède recherche les tactiques obsidionales. La défense urbaine se modernise. L'ambition architecturale s'affirme également. Norrköping tente la construction du Taj Mahal. Le prestige culturel est en jeu. La Suède investit ensuite dans le savoir étranger et achète les 2 livres de la Hongrie. Le patrimoine intellectuel s'enrichit. Ce choix porte immédiatement ses fruits. Un boost de recherche sur le patrimoine culturel est accordé à la Suède car l'APADAN est rempli des livres récemment acquis. La culture devient un moteur stratégique. La Suède accepte la délégation écossaise. Les relations avec l'Écosse se normalisent. Robert Bruce est ami avec l'Indonésie. De nouvelles alliances se dessinent. Une armée noire hongroise pille un lieu saint colombien. Le conflit s'intensifie. Les Incas et la Grande Colombie ont formé une alliance. Le monde suit avec attention la suite de la guerre. Un monument emblématique est achevé. Le Colisée est créé. C'est la 3e merveille mondiale construite par la Suède. La croissance démographique apporte également un tournant. Un moment historique est arrivé pour le nombre d'habitants de Lund. La vitalité du royaume est reconnue. Sur le plan spirituel, une nouvelle voie s'ouvre. L'ordre kabbalistique est découvert. Mais cela n'a aucune importance pour la Suède, faisant déjà partie des chanteurs du néant. Le savoir continue de se structurer. Uppsala crée son université. L'éducation devient pilier d'avenir. À Linköping, la stabilité est renforcée. Linköping achète son grenier. La sécurité alimentaire est assurée. La ville poursuit sa modernisation défensive. Linköping crée ses remparts médiévaux. La protection urbaine progresse. Enfin, une opportunité politique apparaît à l'est. Obuda perd de la loyauté. Christine espère secrètement pouvoir récupérer cette ville. L'Écosse fonde la ville de Cullen. Son expansion territoriale se poursuit. La Hongrie découvre la théorie scientifique. Son avance intellectuelle grandit. La Namibie découvre l'industrialisation. Une nouvelle ère économique s'ouvre pour elle. La Chine et Amanitori fondent une alliance. Un axe asiatique et africain se dessine. Les Incas dénoncent la Hongrie. Les tensions sud-américaines montent encore. Enfin, la Libye sollicite la gestion des villes suédoises. La réputation administrative de la Suède s'impose. L'économie locale continue de se structurer. Jönköping crée son marché. Les échanges intérieurs gagnent en fluidité. Suite à cela, la couronne bleue décide d'investir dans le génie humain. La Suède utilise son or pour faire venir William Shakespeare. La culture entre dans une nouvelle dimension. Les routes commerciales sont réorganisées. Le négociant de Göteborg se rend à Västerås. Les flux économiques se déploient stratégiquement. Le patrimoine littéraire est optimisé. Le livre qui se trouvait dans l'obélisque paillet de Lund est transféré dans celui de Stockholm. La capitale renforce son rayonnement culturel. Le génie anglais entre en scène. William Shakespeare écrit son premier livre. Ne jure pas par la lune, l'inconstante lune dont le disque change chaque mois, de peur que ton amour ne devienne aussi variable. Une nouvelle ère artistique commence. Grâce à cela, les collections sont rééquilibrées.
le livre de l'obélisque païen de Vastera s'est déplacé vers l'amphithéâtre de cette même ville. Le rendement culturel est maximisé. L'œuvre majeure trouve sa place. Roméo et Juliette est installé dans l'amphithéâtre d'Örebro. Le prestige de la ville s'élève. La capitale prépare un nouveau centre de savoir. Stockholm commence la construction de la bibliothèque de la reine. L'ambition culturelle devient monumentale. La scène artistique s'étend vers l'ouest. Après cela, Göteborg lance la construction de son musée d'art. La culture se diffuse dans tout le royaume. Finalement, l'infrastructure urbaine n'est pas oubliée. Örebro crée son aqueduc. La croissance démographique est sécurisée. La Hongrie découvre la production en série. Son industrialisation s'accélère. Amina, général illustre, rejoint la Grande Colombie. Leur puissance militaire se renforce. Les Arcas obtiennent une relique sainte, la ceinture de la Vierge Marie. Leur autorité religieuse grandit. L'œuvre du dramaturge touche à son terme. William Shakespeare écrit son dernier livre. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur? Son passage marque durablement la culture suédoise. Les chefs-d'œuvre sont repositionnés stratégiquement. Hamlet est déplacé vers l'amphithéâtre d'Örebro. La spécialisation culturelle des villes s'affine. Cependant, un nouveau talent rejoint l'Empire bleu. Todarmal rejoint la Suède. L'expertise économique progresse. Le marchand illustre entre en action. Il utilise son bonus dans la plateforme commerciale de Lund. La Suède obtient davantage d'or sur ses routes commerciales et gagne un émissaire supplémentaire. L'influence diplomatique s'étend. L'émissaire arrive à la Venta. La présence suédoise se renforce dans les cités-États. La Hongrie forme un colon. Son expansion territoriale continue. La Grande Colombie découvre l'humanisme. Son orientation culturelle évolue. L'industrialisation franchit une nouvelle étape. Lund commence la création d'une zone industrielle. La production du royaume gagne en puissance. La gestion environnementale devient une priorité. Helsingborg commence la création d'une réserve. L'équilibre entre développement et nature s'installe. La Hongrie découvre la banque. Son système financier gagne en stabilité. La Namibie découvre le génie civil. Ses capacités de construction progressent rapidement. Amani Touré n'apprécie pas l'organisation des villes de Simon Bolivar. Les tensions diplomatiques s'accentuent, de manière discrète. La Chine dénonce Mathias Corvin mais salue malgré tout la taille de l'armée hongroise et la solidité de son économie. Une rivalité mêlée de respect s'installe. La Grande Colombie découvre les châteaux. Sa défense territoriale se renforce considérablement. Les trois grands éléments de la civilisation moderne sont la poudre à canon, l'imprimerie et le protestantisme. Dans un contexte religieux en pleine évolution, l'Église réformée est découverte. Un nouveau souffle spirituel traverse le royaume bleu, durablement. Mathias Corvin avoue vouloir capturer toutes les capitales mondiales. Ses ambitions deviennent ouvertement expansionnistes. Nazca est désormais sous domination nubienne. Amani Touré prive la Grande Colombie d'un allié précieux, solide. La Chine félicite l'armée et l'économie de la Nubie. Une reconnaissance stratégique s'affirme. Cusco, un territoire inca, possède un musée d'art. Le rayonnement culturel de Pachacuté continue de croître. Toutes les plus belles histoires d'amour s'épanouissent en plein siège. Alors que les stratégies militaires évoluent, les tactiques obsidionales sont découvertes. Les sièges deviennent plus efficaces et plus redoutables. Dans la continuité de cette modernisation, la Suède recherche la cartographie. L'exploration et la maîtrise des territoires s'annoncent prometteuses. Hieronymus Bosch rejoint la Hongrie. Le prestige artistique hongrois s'élève davantage. La Nubie utilise un cavalier pour raser un camp barbare. La sécurité régionale est consolidée, fermement. La Grande Colombie découvre l'éducation. Son développement scientifique progresse. Les Incas découvrent l'assainissement. La qualité de vie de leur ville s'améliore de façon significative. Pour Christine de Suède, la culture demeure une priorité stratégique. Dans cet esprit, Kamaleddin Behzad rejoint la Suède.
le potentiel artistique du royaume s'enrichit considérablement. Suite à cela, le peintre se rend à Göteborg. La ville s'impose progressivement comme un pôle culturel majeur. La Hongrie revient sur ses propos et annonce vouloir dominer le monde par la culture plutôt que par la conquête militaire. Un repositionnement stratégique s'opère, plus subtil. La Grande Colombie devient suzeraine de Nazca. Simón Bolívar retrouve son allié. Miguel de Cervantes rejoint les Incas. Leur puissance culturelle franchit un nouveau cap. L'essor artistique se poursuit en Suède. Kamalédine Behzad passe en première toile. Une nouvelle richesse culturelle apparaît, sous une autre forme que les livres. La Hongrie ajoute l'Aventa à la liste de ses alliés contre la Grande Colombie. Son réseau diplomatique se consolide stratégiquement. Cependant, la guerre opposant Simón Bolívar et Matías Corvin a pris fin. Une accalmie politique s'installe, temporairement. La Grande Colombie devient suzeraine de Candie. Son influence internationale s'étend davantage. Les Incas déclarent la guerre à la Nubie. L'accalmie aura été de courte durée. Bologne apporte son soutien au camp Inca. L'équilibre des forces régionales évolue, sensiblement. Pachakutek découvre l'exploration. L'expansion territoriale Inca entre dans une nouvelle phase. Porté par son dynamisme culturel, le musée d'art de Västerås offre un boost de recherche sur le dogme opéra et ballet. La progression civique s'accélère. Dans la continuité de cet élan artistique, Kamalédine Behzad se rend à Västerås. Le nouveau musée aura ainsi quelque chose à montrer. Par mesure de précaution stratégique, Västerås forme un espion. La vigilance du Royaume bleu s'affirme. Martyr Cavendish rejoint la Hongrie. Le prestige intellectuel hongrois progresse encore. La Nubie fonde la ville de Kerma. Son expansion territoriale se poursuit, malgré la guerre. La Chine dénonce la Grande Colombie. Les tensions diplomatiques internationales s'intensifient. Alors que l'investissement culturel se généralise, l'Inde commence la construction de son musée d'art. L'ambition artistique du royaume s'étend, toujours plus fort. La Nubie forme un colon. Sa volonté d'expansion demeure intacte. Diaghi Tarja, reine de l'Indonésie, dénonce à Manitoré. L'isolement diplomatique nubien s'accentue. Dans un contexte de développement économique continu, Västerås dispose désormais d'un deuxième bateau de pêche. La ville a désormais assez d'habitations pour toute sa population. Poursuivant son œuvre artistique, Kamalédine Behzad peint sa deuxième toile dans le musée d'art récemment créé. Le rayonnement culturel suédois atteint un niveau supérieur. La Hongrie découvre le capitalisme. Son modèle économique entre dans une nouvelle ère. La Grande Colombie découvre le mercantilisme. Sa stratégie commerciale s'affirme davantage. Gustave II Adolphe, général illustre, rejoint l'Indonésie. L'équilibre militaire mondial pourrait s'en trouver modifié. La transition vers une nouvelle ère approche. Les certitudes culturelles vacillent. Doucement, la Suède n'a pas encore sécurisé l'âge normal pour l'ère industrielle, mais Christine de Suède ne s'en inquiète pas. Dans ce contexte de bascule historique, Kamalédine Behzad peint sa dernière toile. Une page artistique se tourne. Mobilisant ses ressources financières, la Suède utilise son or pour faire venir Himérios, amiral illustre. Sa puissance navale franchit un cap décisif. Puis, dans un choix hautement stratégique, la Suède dépense sa foi pour faire venir Nicolas Machiavel, déclenchant un moment historique. L'influence littéraire du royaume s'intensifie, durablement. L'Écosse dénonce la Nubie. La Manitoré devient la bête noire mondiale. Mais, cette dernière découvre la balistique. Ses capacités militaires gagnent en précision. La Hongrie prend le contrôle de l'Aventa. Son implantation au territoire étranger se renforce. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. C'est le nationalisme qui crée les nations, et pas le contraire. Porté par son ambition politique, la découverte du nationalisme offre un moment historique à la Suède. Son identité idéologique se consolide fortement. Dans la continuité de cet élan intellectuel, la cartographie est également découverte. La maîtrise du territoire devient plus fine, plus stratégique. Dans une dynamique économique active, le négociant d'Uppsala se rend en Norrköping. Les échanges internes se fluidifient,
Sous l'influence de ses penseurs, Machiavel écrit son premier livre. Sur quoi il faut remarquer que les hommes doivent être ou caressés ou écrasés. Ils se vengent des injures légères, ils ne le peuvent quand elles sont très grandes. D'où il suit que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. La réflexion politique du royaume s'approfondit. Réorganisant ses ressources culturelles, le livre stocké dans le palais de Stockholm est déplacé vers l'obélisque païen d'Uppsala. La valorisation du patrimoine est optimisée, méthodiquement. Dans une perspective sanitaire, Christine de Suède souhaite rechercher l'assainissement. Le bien-être urbain devient une priorité croissante. Parallèlement, la Suède ambitionne de rechercher l'opéra et ballet. L'excellence culturelle reste au cœur de sa stratégie. Renforçant sa défense, Göteborg construit les remparts de la Renaissance. La ville consolide sa résilience. Au sein de l'administration, Pingala obtient une promotion. Les chefs-d'œuvre vont attirer beaucoup plus de touristes à Stockholm. Dans une manœuvre culturelle majeure, la Suède achète toutes les œuvres d'art hongroises, 3 toiles et 2 livres. Un transfert d'influence artistique s'opère. Enfin, élargissant encore son acquisition, la Suède achète également les œuvres d'art des Incas, comprenant 2 livres et une relique sainte. Le rayonnement culturel suédois atteint un sommet stratégique. La Hongrie rejoint le camp d'Amanitore et attaque les Incas. Un nouveau front militaire s'ouvre brutalement. L'Ashka soutient pas ce Tutech. La guerre s'intensifie. Simon Bolivar découvre l'industrialisation. La Grande Colombie entre dans une phase de modernisation décisive. Un général élu indonésien rase un camp barbare. La présence militaire indonésienne s'affirme. Djagi Tarja et Christine de Suède ne sont plus amis. Un refroidissement diplomatique s'installe, durablement. Grâce à son alliance scientifique, la Suède obtient un boost de recherche sur la chimie. Son avance technologique se confirme. Dans un tournant culturel majeur, Lund accueille le premier musée en plein air suédois. Un moment historique est déclenché et l'âge normal pour l'ère industrielle est sécurisé. L'Empire suédois peut souffler un peu. Sous l'influence grandissante de ses penseurs, Machiavel écrit Le Prince. Quiconque veut fonder un État et lui donner des lois doit supposer d'avance que tous les hommes sont méchants et disposés à faire usage de leur perversité toutes les fois qu'ils en ont la libre occasion. La réflexion politique franchit un cap. Poursuivant son développement industriel, Linköping crée sa zone industrielle. La production nationale gagne en efficacité. Dans une logique d'aménagement urbain, Jönköping construit son aqueduc. La stabilité démographique s'améliore. Modernisant son armée, le spadassin suédois est amélioré en homme d'armes. La capacité défensive du royaume se renforce nettement. La Hongrie découvre l'assainissement. Son développement urbain progresse. L'Indonésie reproche à la Suède la faiblesse temporaire de son économie suite aux achats d'œuvres d'art. Une tension diplomatique apparaît. Amanitore fonde Saras. L'expansion nubienne continue. Simon Bolivar devient suzerain de Nazca. Son influence continentale s'affirme davantage. Dans une tentative de reprise stratégique, la Suède envoie 3 émissaires à la Venta. La pression diplomatique monte. La Hongrie se félicite d'avoir davantage exploré le monde que la Suède. Une rivalité symbolique refait surface. La Hongrie forme un nouveau colon. Ses ambitions territoriales persistent. Les Incas fondent la ville de Cajamarca. Leur présence régionale s'étend. Après une période de tension, la Suède et l'Indonésie redeviennent amis. L'équilibre diplomatique se stabilise. Dans la continuité du renforcement défensif, Uppsala commence la construction des remparts de la Renaissance. Amanitore félicite la gestion de l'Empire écossais. Un rapprochement diplomatique discret se dessine. La Nubie découvre l'astronomie. Son horizon scientifique s'élargit. La Venta revient sous contrôle hongrois. L'influence de Matthijs Corvin se maintient. Les Incas découvrent les sciences économiques. Leur organisation interne gagne en sophistication. Dans une dynamique culturelle affirmée, la bibliothèque de la reine apporte un moment historique. De nouveaux chefs-d'œuvre peuvent être stockés à Stockholm. Poursuivant cet élan artistique, Jönköping crée son musée en plein air. Le rayonnement culturel continue de s'étendre. Sur le plan militaire,
le chevalier attaque un escarmoucheur barbare. La frontière est activement défendue. Renforçant sa sécurité, Stockholm construit ses remparts médiévaux. La capitale se protège durablement. Au sein de l'administration, Reina obtient une promotion. Catherine espère ainsi améliorer l'économie bleue. Robert Bush félicite la taille de population de la Suède. La reconnaissance internationale progresse. La Libye utilise un trébuchet pour raser un camp barbare. Sa puissance de siège se confirme. Simon Bolivar félicite l'armée Inca. Une coopération stratégique se consolide. Pachacuték adopte la monarchie. Un changement institutionnel majeur s'opère. Les Incas découvrent le génie civil. Leur capacité d'aménagement s'améliore. L'escarmoucheur à tête à distance le chevalier suédois. La pression barbare résiste aux frontières. D'autres guerriers rouges attaquent Mataram, par l'Indonésie. L'instabilité régionale s'étend. Avant de pouvoir juger quelqu'un, il faut s'être tenu dans sa forge et avoir manié son marteau. L'opéra, c'est quand un type se fait poignarder dans le dos et qu'au lieu de saigner, il chante. Une avancée technologique est franchie. La fonte des métaux est découverte. L'industrialisation progresse. Dans le domaine culturel, le dogme opéra et ballet est également découvert. Le théâtre Bolchoï est disponible. Dans la continuité spirituelle, la Suède recherche un nouveau dogme encore inconnu. Une orientation idéologique se prépare. Renforçant son patrimoine, Örebro crée son musée d'art. La richesse culturelle se diversifie. Du côté diplomatique, la Suède envoie 2 émissaires à Bologne. Les négociations s'intensifient. Une menace apparaît près de Lund. Un nouveau camp barbare émerge. La vigilance militaire est requise. Réagissant rapidement, Linköping achète un carolien pour raser le camp barbare. Un moment historique est déclenché. Alors que la Hongrie aide déjà à Manitori dans sa guerre contre les Incas, Baptiste Corvin envisage une nouvelle guerre contre Simon Bolivar. Les tensions internationales montent d'un cran. La Grande Colombie dénonce la Hongrie. Le climat diplomatique se durcit. Les Incas découvrent la tactique occidentale. L'arche d'artisan siège progresse. Un piquetier de la Venta achève l'escarmoucheur barbare. La menace immédiate est contenue. Cependant, le camp barbare parvient à former un dom-tom. Le danger n'est pas totalement écarté. Un nouveau congrès mondial s'ouvre. Les grandes puissances débattent de l'équilibre futur. Pour commencer, la Suède propose de réduire de moitié le temps de production des unités militaires. Une vision tournée vers l'efficacité stratégique. Puis, elle souhaite également obtenir une nouvelle route commerciale ainsi qu'un bonus d'or. Son ambition économique est clairement affichée. Après délibération, le monde suit une nouvelle fois la vision de Christine de Suède. Son influence diplomatique s'impose durablement. À la frontière ouest, un cavalier suédois attaque l'escarmoucheur barbare et en franchit le territoire. La riposte est immédiate. Près d'Helsingborg, profitant de l'absence du piquetier barbare, le cavalier suédois rase le camp. Ces barbares ne pourront plus créer d'unité. Dans une dynamique culturelle continue, Helsingborg inaugure son musée en plein air. Le patrimoine national s'enrichit. Dans le même élan, Norrköping fait de même. Le réseau culturel s'étend. Sur le plan économique, Uppsala utilise la foi pour acheter un bâtisseur. Le développement territorial s'accélère. Dans la capitale, Stockholm mobilise également sa foi pour acquérir un bâtisseur. Les infrastructures gagnent en rythme. Sur le plan diplomatique, la Suède renoue officiellement son amitié avec l'Écosse. La stabilité nordique est consolidée. La Hongrie pille les bibliothèques avec un manjarier. La guerre prend une dimension culturelle. La Libye découvre les tactiques occidentales. Son expertise militaire progresse. Le chevalier bleu est attaqué mais parvient à achever dom-tom barbare et survit à l'assaut du piquetier. La bravoure suédoise maintient la ligne. Près de Göteborg, le cavalier subit une attaque à distance de l'escarmoucheur. La pression barbare demeure active. Les gens peuvent acheter la Ford T dans n'importe quelle couleur, tant qu'il s'agit du noir.
Les nouvelles opinions sont toujours considérées comme suspectes et habituellement critiquées, sans autre raison que le fait de ne pas encore être communes. Un palier industriel est franchi. La production en série est découverte. La modernisation s'accélère. Dans le domaine philosophique, le dogme des Lumières est adopté. Une nouvelle ère intellectuelle commence. Grâce au Chevalier Bleu, la Suède obtient un bonus de recherche en sciences militaires. L'avance stratégique se confirme. Porté par le dogme des Lumières, le Royaume Bleu bénéficie également d'un boost de recherche sur la théorie scientifique. Le progrès s'intensifie. Face à une économie fragile, la Suède adopte la charte de peuplement. La croissance interne devient prioritaire. Sur le plan culturel, Örebro inaugure son musée en plein air. Son rayonnement s'affirme. Dans la continuité, Uppsala et Stockholm en possèdent désormais un aussi. Le maillage culturel devient national. À la frontière, le cavalier achève l'escarmoucheur barbare. La menace immédiate disparaît. La Hongrie prend le contrôle de la Venta. Son influence régionale s'élargit. La Nubie lance la construction du palais du Potala. Une ambition monumentale s'affiche. En cette fin de Renaissance, une session extraordinaire du Congrès mondial s'ouvre. Les équilibres diplomatiques sont remis en question. La Suède n'y est pas invitée. Christine regarde cela de loin. Les nations participantes décident d'attaquer la Hongrie pour défendre les Incas. Le conflit change d'échelle. Ainsi, la Grande Colombie et les cités-États de Fez, Lahore et Kandy entrent en guerre contre Mathias Corvin. Un front international se forme. Dans le même temps, la Suède découvre la Chine. Christine peut désormais dialoguer avec l'ensemble des empires connus. Sur le front militaire, le cavalier est amélioré en coursier. La mobilité suédoise progresse. Au niveau diplomatique, Christine de Suède établit une ambassade permanente en Chine. Tous les empires du monde possèdent une ambassade suédoise. Dans un geste commercial mesuré, l'Empire bleu vend temporairement une vigne à Kubilai Khan. Les relations sino-suédoises se consolident. L'Écosse fonde la ville de Fort. Son extension territoriale continue. La Hongrie prit une plateforme commerciale en cœur avec un hussard. La pression militaire reste intense. La Chine se montre amicale envers la Suède. L'ouverture diplomatique porte ses fruits. Gregor Manfredo rejoint la Grande Colombie. L'armée de Simon Bolivar se renforce. Un tournant historique s'impose. L'ère industrielle remplace la Renaissance. Le monde entre dans une nouvelle phase. À l'échelle nationale, la Suède frôle l'âge d'or sans parvenir à le sécuriser. Le royaume connaîtra finalement un âge normal. Sur la scène internationale, la Hongrie et la Nubie entrent dans un âge d'or. Leur puissance atteint un sommet. À l'inverse, l'Écosse et les Incas traversent un âge sombre. Les tensions internes s'accentuent. Dans une position plus stable, la Chine, la Grande Colombie et les Incas vivent un âge normal. L'équilibre mondial se fragmente. Dans ce nouveau contexte industriel, la Suède adopte le cœur de la vapeur comme résolution. La modernisation devient prioritaire. Même si la Suède n'a pas réussi la transition vers un âge d'or, et malgré une économie encore fragile, le royaume n'a rien d'un empire en difficulté. La Suède possède le plus grand nombre de chefs-d'œuvre au monde, plusieurs merveilles mondiales, et surtout, entretient des relations amicales avec toutes les puissances connues. Portée par la résolution du cœur de la vapeur, Christine entend moderniser son empire et continue à rayonner culturellement sur la scène mondiale. L'histoire est loin d'être terminée. Si vous souhaitez découvrir jusqu'où Christine et son peuple peuvent aller, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez cette aventure. Merci pour votre soutien.